Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Bernard Clerfailly. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Schaerbeek, député régional. Alors on l'a entendu, Bart De Wever relance la réflexion pour préparer les étapes de l'émancipation de la Flandre. Ça va compliquer la fin de législature au fédéral, ça? On le savait que la NVA est un parti séparatiste. Ce n'est pas parce qu'ils oublient d'en parler pendant un an ou deux qu'ils allaient supprimer ça de leur programme. De leur statut, c'est ce qu'ils veulent, on le sait. Je pense que ça va compliquer la fin de la législature. Il vient d'ailleurs de s'attaquer à la sécurité sociale, qui est encore le grand ciment de la Belgique, cette solidarité entre les citoyens. Et donc, c'est évident que ça va compliquer la tâche du gouvernement. Ouais, pour Olivier Minguin, le problème, ce n'est pas tellement la NVA, c'est le MR qui, je cite, est accoquiné à ce parti. Mais il faut, face à ces discours de la NVA, que les francophones sachent ce qu'ils veulent et sachent tenir un discours ferme. Et actuellement, la réponse des francophones est un peu en panne, justement, parce que les francophones sont divisés et que le MR a choisi d'aller s'allier avec la NVA pour mettre en œuvre un programme politique qui fait plaisir à la NVA, mais qui menace l'unité de la Belgique. Alors, côté francophone, on a entendu Écolo, la coprésidente qui lançait l'idée alors qu'ils fassent un référendum en Flandre pour voir s'ils veulent être indépendants ou pas. C'est une bonne idée, ça? Pourquoi pas, je ne suis pas sûr qu'ils le feront, mais on sait que dans les sondages d'opinion maintenant, il y a à peine 10 à 15% des Flamands qui sont séparatistes. C'est le frère de Bart De Wever, Bruno De Wever, qui est un historien, professeur d'université à Gand, qui le dit, il y a à peine 15% de séparatistes en Flandre. Et donc je pense qu'il n'y a pas une majorité de Flamands pour vouloir la fin de l'État belge. Donc un référendum, ce serait une bonne idée? Pourquoi pas, mais on pourrait, les référendums, faire attention, on pourrait avoir des réponses différentes, ça pourrait créer des tensions dans la Belgique, donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Et tout dépend de la façon dont on pose la question. Côté francophone, on entend depuis plusieurs mois de plus en plus de positionnement en faveur d'un tout aux régions. Est-ce qu'on doit aller vers ça? Ça fait combien de temps qu'on entend ce genre de discours? Oui, mais là, c'est de nouveau accentué. Oui, il y a de nouveau une petite montée maintenant, discussion là-dessus. Faut-il mettre fin ou pas à la communauté française? Moi, je pense que dans l'espace francophone de ce pays, avec les écoles, avec la culture, avec ces compétences-là qui réunissent les Bruxellois francophones et les Wallons, il n'y a pas de raison de mettre à mal cette solidarité et cette communauté d'intérêt. Simplement, ce qu'il faut, c'est que la communauté soit bien gérée dans ses priorités et que les deux régions soient bien gérées, chacune dans leurs priorités. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des économies dans certaines manières pour avoir l'occasion de renforcer l'action de la communauté française, notamment pour, à travers l'enseignement, pouvoir mieux travailler et assurer de meilleurs résultats pour nos élèves dans les écoles. Mais est-ce qu'il ne faut pas de toute façon une réforme de l'État? Parce qu'on voit ces derniers temps, par exemple, la difficulté qu'il y a eu pour se mettre d'accord sur l'accord climat. On voit que pour l'histoire des bracelets, c'est le fédéral qui décide, c'est les communautés qui doivent appliquer. On a quand même un éparpillement des compétences. Est-ce qu'il ne faut pas rationaliser, remettre un peu d'ordre là-dedans? Encore une réforme de l'État? Encore un an de négociation? Avec qui? Avec la NVA? Pour quel résultat? Scinder la Sécu? Tout ça m'a l'air dangereux. Et puis, il ne faut quand même pas avoir ce réflexe de croire que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin ou que c'était mieux avant. On a oublié les années 70 et les gouvernements de la Belgique unie, fédérale, unique, qui tombaient tous les 6 mois sur les subsides à Zeebrugge ou les subsides à la région wallonne, à la sidérurgie wallonne. Et donc, ce n'est pas toujours mieux non plus dans d'autres systèmes. C'est compliqué maintenant. Il faut faire vivre les institutions. Il faut que les gouvernements se rencontrent plus sur une série de matières. Je prends un exemple qui est d'actualité. La lutte contre la radicalisation violente et les politiques de prévention. Elles sont éclatées entre des compétences des communautés, communautés françaises et flamandes, de la région et du fédéral. Y a-t-il eu seulement une rencontre de ces 3 gouvernements pour fixer ensemble une ligne de conduite? Ça, c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui et pas faire 1 an ou 2 ans ou 3 ans de discussion pour donner toutes les compétences à l'un de ces 3 pouvoirs. On a appris hier que Jean-Marie Brabant, le commissaire qui préside en fait la commission permanente de la police locale, va démissionner vraiment. Il avait déjà menacé. Depuis hier, c'est effectif. Il y a une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et cette commission en fait, qui représente toutes les zones de police du pays, qui fait vraiment le lien entre fédéral et les zones. Lui, il dit que voilà, il n'a pas entendu ce qu'il attendait. On le sent un peu déçu. Vous comprenez cette démission? Mais je salue le commissaire Brabant, qui est le chef de corps de la police de la zone Montgomery. Qui fait un excellent travail dans sa zone et qui, au sein de la présidence de la commission de la police locale, faisait un excellent travail pour représenter les besoins des polices locales par rapport au ministre de l'Intérieur. Et il n'est donc pas entendu par le ministre de l'Intérieur, qui n'entend pas les besoins, les moyens dont nous avons besoin pour que les polices locales puissent bien fonctionner. On sait qu'il manque des effectifs à Bruxelles, on sait que le financement de la police n'est pas correct. Et dans le cas du refinancement de la politique de sécurité, des 400 millions qui vont arriver pour cela, je pense qu'il est nécessaire de renforcer et refinancer les polices locales. Nous, dans notre zone, en tout cas à Bruxelles-Nord, nous avons des demandes très précises pour lutter mieux
contre la radicalisation violente et le terrorisme, pouvoir renforcer les équipes d'agents de quartier pour être au plus proche de la réalité, mieux ressentir, mieux déceler, mieux recueillir les informations et renforcer la recherche locale, les enquêteurs locaux qui peuvent analyser cette information et dans le cas d'indices sérieux, faire remonter l'information vers la police fédérale. Donc là, plutôt au niveau judiciaire? Au niveau des agents de quartier. Oui. Les agents de quartier sont l'exemple même de la police de proximité qui recueille de l'information auprès des citoyens, qui peut discuter avec tout le monde, entendre les choses qu'on leur dit, mener une petite enquête préalable. Et si besoin, alors on remonte à la recherche locale, aux enquêteurs de la police locale. Et si on a des indices plus forts sur des gens qui sont proches du milieu terroriste, alors l'enquête prend une autre tournure, elle monte au fédéral, là où elle doit avoir lieu. Alors, du fédéral, il y a un impact généralement vers les communes au niveau financier. Il y a un grand débat au Parlement bruxellois aujourd'hui. Dans la presse ce matin, Rudy Verwoerd se dit inquiet pour l'avenir des communes, victimes collatérales des politiques peu ou non concertées. Les communes vont retourner dans le rouge? Les finances communales sont fragiles et elles restent fragiles. D'abord parce que la situation sociale est ce qu'elle est. Il y a du chômage, des difficultés, des pauvretés. Parce qu'une série de dépenses des communes qui sont les dépenses sociales des CPS ou les dépenses de sécurité des polices locales ne sont pas sans doute suffisamment financées par l'État fédéral. Maintenant, dans ce contexte-là, arrive le tax shift fédéral qui va réduire l'impôt de monsieur et madame tout le monde. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Et ça va avoir par effet mécanique une légère réduction des recettes fiscales des communes. La question à se poser, c'est comment les communes vont-elles réagir? Est-ce que l'impact de réduction de recettes est à ce point important? C'est des chiffres qui me semblent un peu exagérés. En tout cas, si ce shift fiscal a lieu, c'est mes citoyens qui ont plus de pouvoir d'achat. Et ça fera peut-être du bien à nos communes parce qu'ils vont dépenser cette somme. Ils vont peut-être augmenter l'activité économique, ça va peut-être créer de l'emploi. Donc, il faut voir quel sera l'effet réel de ces mesures dans quelques années avant de savoir s'il faut augmenter les impôts ou pas. Oui, mais donc s'il y a les conséquences de ce tax shift, il y a le retard d'enrôlement aussi de l'IPP qui coûte assez cher, des transferts de charges aussi vers les localités. Est-ce que tout ça peut créer une envie vraiment de monter certaines taxes? Alors moi, je ne pense pas qu'il faille augmenter les taxes. D'ailleurs, la région bruxelloise elle-même vient de faire une réforme fiscale qui vise à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, des gens qui habitent Bruxelles et qui travaillent en région bruxelloise. L'objectif, c'est bien de favoriser la classe moyenne pour qu'on soit plus heureux d'habiter à Bruxelles et qu'on ait plus de pouvoir d'achat. Ouais, mais on voit une série de communes, par exemple, comme Ux, Bruxelles-Ville, Schaerbeek aussi, je pense, qui commencent à faire la chasse pour remettre un petit peu le revenu cadastral à jour. On sait qu'il y a plein de maisons, par exemple, qu'on considère sans salle de bain, sans chauffage central, mais en fait les travaux ont été faits, mais qui ont encore un revenu cadastral qui n'est pas ad hoc. Schaerbeek fait cette démarche. Beaucoup de communes ont constaté qu'il y a une série d'immeubles dans lesquels il y a eu des transformations, soit des divisions d'immeubles en plusieurs appartements, soit des améliorations du confort des immeubles qui n'ont pas été signalés au cadastre, et donc l'impôt cadastral qui est payé n'est pas au même niveau que celui que payent des immeubles comparables qui ont fait les mêmes travaux. Donc c'est une question d'équité fiscale. Il faut remettre à jour les bases de données cadastrales pour être sûr que tout le monde paye le juste impôt. Et évidemment, faire que par ce surcroît de recettes, par égalisation des impôts que paye tout le monde, on n'ait pas augmenté le taux d'imposition. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir des justes recettes fiscales, équitables, sans devoir augmenter la pression fiscale. Mais il y a un screening systématique qui se fait dans votre commune? Nous avons constaté que sur base des statistiques fiscales, 25% des immeubles ne disposeraient pas de salle de bain ou de chauffage central. Alors que quand on fait les enquêtes des ménages, près de 95% des immeubles déclarent disposer de ces avantages. Donc il y a bien une série de gens qui ne déclarent pas exactement ce qu'ils devraient déclarer à l'impôt. Et s'ils ne payent pas cette somme-là, c'est les autres qui vont devoir le payer. Ça, c'est pas juste. Donc il y a un rééquilibrage qui va se faire progressivement. Alors on va revenir sur l'affaire Ismaël Saidi, si on peut l'appeler comme ça. Vous avez décidé d'appuyer les critiques du chef de groupe Défi, Emmanuel Debock, la semaine dernière, alors que celui-ci s'était fait tancer, puis il présentait ses regrets en fin de journée. Vous n'allez pas à contre-courant, là? Mais seulement un député pose des questions sur la manière dont un gouvernement octroie un subside ou fait un marché public. Ça se fait tous les jours. C'est le rôle bien d'un parlementaire de s'interroger sur les questions de l'octroi de ce subside. On peut le faire. Ça ne vise pas ni M. Saidi ni son ASBL. Ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on va en faire, attribue-t-on le bon montant, y a-t-il eu mise en concurrence ou pas. Ces questions, on peut continuer à les poser. Ça ne vise pas telle ou telle personne. On le pose régulièrement sur des tonnes d'ASBL et donc c'est le travail parlementaire normal. Ouais, ici, Rudy Verwoerd a quand même réagi en disant qu'il était déçu, qu'il avait de l'amertume sur la légèreté des esprits chagrins. Ce sont ces termes. Vous êtes un esprit chagrin? Moi, je ne suis pas un esprit chagrin du tout. Moi, je souhaite que la région bruxelloise nous fasse des propositions claires sur une politique de prévention
prévention du radicalisme en particulier, avec des éléments forts. Jusqu'à présent, je ne les ai pas encore vus. Peut-être que cette proposition qu'on ne connaît pas, donc on veut avoir des informations là-dessus, s'inscrivait dans cette politique de prévention forte du radicalisme. Et moi, je pense que puisque maintenant ce projet, malheureusement, je le regrette, a échoué, peut-être faut-il aider le gouvernement, et j'invite tous ceux qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des propositions à faire pour lutter contre le radicalisme, de s'adresser au gouvernement régional pour lui faire des propositions, puisqu'il va sans doute dégager des moyens pour soutenir le secteur associatif dans cet esprit-là. Comment vous réagissez quand le ministre-président Rudy Verwoerd s'inquiète d'un islam rigoriste et du fait qu'il lance dans la presse qu'on ne peut pas aller boire un verre dans la chaussée de Hact? Alors ça m'étonne parce que, est-ce qu'il ouvre les yeux pour la première fois, le ministre-président? N'est-il jamais allé dans certains quartiers à Molenbeek, à Laken, à Saint-Josse, à Saint-Gilles, à Anderlecht ou ailleurs? Il y a quelques endroits où il y a des populations musulmanes qui, dans leurs établissements, ne consomment pas d'alcool. Il y en a même, je crois, à Evere. Peut-être connaît-il pas tout à fait sa commune. Il y a des snacks et des cafés Evere où on ne consomme pas d'alcool. Donc ça, c'est assez étonnant. Deux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ceux qui font le type de commerce, ce sont les clients. Moi, je peux m'étonner aussi que chaussée d'Acte, chez moi à Schaerbeek, il n'y ait pas de magasin de chocolat ou de magasin de vêtements de luxe. Mais évidemment, ce quartier a cette réalité-là. Et troisième remarque, je pense qu'il a une vision à courte vue parce que s'il y a bien quelques établissements plutôt musulmans où on ne consomme pas d'alcool, il y a à côté, tout à côté, établissements où on sert de l'alcool, des restaurants, des cafés. Et donc, je l'invite à aller là si c'est ça qu'il souhaite consommer. Alors, certains observateurs pressentent un rapprochement qui se fait entre le Parti socialiste et Défi, votre parti, en vue des prochaines communales 2018. Est-ce que vous confirmez cette analyse? Je ne sais pas ce que les observateurs observent ou inventent. Mais vous, de l'intérieur? Le Défi, le PS et le CDH sont en majorité au niveau régional et donc nous travaillons ensemble à améliorer le sort de la région. Ce travail commun crée évidemment des envies de compléter ce travail à d'autres niveaux. Ça ne pose aucune difficulté. Maintenant, donc on pourrait voir des alliances au niveau communal. On peut constater qu'aujourd'hui, dans les 3 communes où Défi a un bourgmestre, à Ouderghem, à Oelsambert ou à Schaerbeek, il n'y a pas d'alliance avec le PS. Donc ça pose peut-être une série de questions. Vous pourriez faire alliance avec le PS? Et donc c'est des choses qui peuvent se discuter. C'est franchement pas le moment de discuter maintenant d'élections communales, c'est dans 3 ans. Et en tout cas pour ma part, je travaille sur mon projet politique, sur l'accord de majorité que j'ai fait, jusqu'à la fin de la législature, et nous verrons après ce que les électeurs décident. Un premier congrès doctrinaire de Défi, donc votre parti, passé de FDF à Défi, c'est ce dimanche. Vous irez avec enthousiasme? Bien sûr, j'attends encore de savoir quel sera le programme précis. On va travailler sur le thème de sécurité et justice. Des textes seront en discussion et j'espère qu'on pourra avoir un débat serein sur ces textes pour venir avec des propositions fortes. Ouais, vous vous y trouvez encore bien dans ce parti aujourd'hui? Qui pense le contraire? Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts seront présentés par Jean-Jacques Deleu et ses invités seront Raoul Edebo et Benoît Serex. Bon week-end à tous.